Donc bonjour à tous et à toutes. Ici donc Tamara Menembo, représentante et dirigeante du cabinet Menembo Partners, qui est donc un cabinet donc juridique et de relations publiques. Je suis avec donc Bonjour, je suis Madame Engissim Bembo Krasnelsim, étudiante en droit et je suis la collaboratrice de Madame Niembo. d'accord, donc Grace est avec moi. En ce moment, c'est une collaboratrice junior d'origine gabonaise comme moi également. Et donc aujourd'hui, on va faire un bilan sur donc la question donc, du référendum au Gabon. Donc, est-ce que c'était un processus qui était démocratique? On va aussi analyser donc la Constitution, euh, voir en quoi cette Constitution est bel et bien démocratique, elle a bien été formalisée, que le corps y est présent. C'est des choses que l'on va analyser de façon rapide, schématiser, synthétiser. Ici, moi, mon objectif, c'est de vulgariser donc la matière politique et donc juridique pour que les citoyens gabonais essentiellement et du monde entier aient accès justement à l'information donc politique et juridique donc du pays et se rendent bien compte que les institutions font bel et bien leur travail parce que nous l'avons donc étudié. J'ai la Constitution ici avec moi. Voilà, le projet de Constitution, ça a pris du temps, c'est assez lourd, mais honnêtement, je suis, comme je disais à Grace, je suis fière d'être gabonaise parce que je me rends compte que il y a un réel travail de fond qui a été fait. Moi, lorsque j'ai étudié le droit il y a 10-15 ans sur les bancs d'école, on étudiait des constitutions donc, de la France, des États-Unis, etc. Mais eux, ils ont déjà fait leur temps. Voilà, leur histoire a déjà été faite. Mais nous, Africains, c'est le moment en fait. Donc en fait, avoir étudié des constitutions et maintenant étudier la constitution de son propre pays et se rendre compte qu'en fait finalement les choses sont parfaitement faites, c'est juste un bonheur, c'est un plaisir. C'est une fierté, franchement. Voilà, tout à fait. Et moi, je travaille de façon indépendante, je ne travaille pas pour le gouvernement gabonais, hein, donc je ne suis pas là pour flatter le gouvernement gabonais, je suis là pour étudier les choses d'un point de vue objectif. Grâce, elle le sait. Voilà, moi je parle d'un point de vue donc, juridique, à la lumière des faits, parce qu'en droit on analyse toujours les faits, et en politique également, et de façon factuelle, le travail a été fait. Donc voilà, donc, il y a eu bien évidemment les partisans du non hein, au référendum, mais c'est bien beau d'avancer des arguments, mais il faut qu'ils soient juridiquement et politiquement acceptables, d'accord? Moi, je veux bien qu'on critique la Constitution, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord, je veux bien qu'on vote non, mais quels sont vos arguments? Est-ce que ces gens ont réellement étudié la Constitution? Je ne pense pas. Donc, sans plus attendre, on va passer donc au vif du sujet. Donc, il faut savoir que la Constitution de 2024 marque un tournant dans l'histoire politique du Gabon, parce qu'elle établit donc de nouveaux principes et valeurs pour la République. Ce document fondamental va viser à renforcer l'État de droit, garantir les droits et les libertés et promouvoir une gouvernance plus démocratique et transparente. Moi, j'adore les schémas, d'accord? C'est vrai que là, j'ai préparé un diapo qui sera présent sur mon LinkedIn, mais je vais faire les choses d'un point de vue un peu plus spontané. Déjà, d'un point de vue schématique, en quoi cette constitution est-elle donc démocratique? Alors, par contre, il y a un petit bémol quand même que je tiens à souligner, c'est que je ne sais pas qui a fait le projet de constitution, mais il manque un titre. Hein. Il y a un titre qui manque. C'était l'article 4. C'était pas l'article 4, c'était le titre. Le titre 4 qui manquait. On est directement passé du titre 3 au titre 5. Donc oui. Ça, j'espère que quand la nouvelle constitution va sortir, c'est quelque chose qui ne va pas être donc ôté, quelque chose qui ne va pas être oublié. Donc, moi, le titre 4, j'ai dû donc le remettre. Et le titre 4, assurément, c'est donc... tac, 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 en quoi je l'ai ajouté, titre 3, titre 1, statut des parlementaires. Alors, de toute façon, de tête comme ça,
on a du pouvoir exécutif, donc le titre 4, c'est du pouvoir législatif. Voilà. Tu vois? Parce qu'on a titre 1, des principes et des valeurs de la République, titre 2, des droits et des libertés et des devoirs, titre 3, du pouvoir exécutif, et on est passé, ils ont sauté, ils ont passé au titre 5, des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc il manque le titre 4. C'est fondamental. On ne peut pas faire un projet de loi et on oublie, on ôte ça. Vous voyez, je ne suis pas forcément dans la critique que positive. Hein. La Constitution, mais en somme, voilà, c'est vraiment l'erratum. L'erratum, c'est une erreur en droit. C'est l'erratum présent, vraiment dans le corpus. Et lorsqu'on étudie une matière, il faut toujours regarder le plan. C'est très important. Parce que le plan permet d'étudier le corps d'un texte. Et on va voir que rien qu'en démontrant que le corps est bien constitué, ça suffit pour démontrer que cette constitution, elle est démocratique. Elle est très bien faite. Sauf le titre 4 qui manque. Donc voilà, sans plus attendre, la schématisation, donc je te laisse tenir. Donc, en droit, on a la technique du syllogisme. C'est la technique de l'entonnoir. D'accord? C'est-à-dire qu'on va partir des grands points pour toujours arriver à l'essence. C'est la logique donc juridique. L'entonnoir, c'est ça. Ah, c'est une pyramide inversée. Voilà. Donc, voilà. Donc le socle, il est là, mais finalement, l'essence est là. Donc, il y a un syllogisme même déjà présent dans le processus donc du référendum. Alors attendez, je l'ai noté, tac, 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 tac. Voilà, j'avais fait le syllogisme démocratique du CTRI concernant la Constitution. Donc déjà, on a eu un dialogue national inclusif. Ensuite, on a eu une assemblée constituante. Ensuite, on a eu un référendum. Ensuite, on a eu le vote. Donc déjà, toutes ces étapes-là montrent bien que le processus était démocratique. Mais concernant la Constitution, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, on a un premier titre qui est les principes. Les principes et valeurs de la République. D'accord? Ça, c'est le premier point. Déjà, j'ai trouvé que c'était majestueux parce qu'il y a un rappel avec tout ce qui est les valeurs ancestrales, nos traditions, etc. Donc ça, c'est vraiment un sous-bassement. C'est la base, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la base ici, hein, vous voyez, l'essence est là. Donc, on montre déjà qu'on est dans un état où, au Gabon, on a des principes et des valeurs. Ça, c'est très important. Et il y a un respect des ancêtres et des traditions aussi, qui sont donc marqués. On nous dit bien le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses ancêtres et l'histoire. Et l'histoire. Et l'histoire. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc on a un pays qui est fier de ses valeurs, de ses principes et de son histoire. Donc voilà, on a ça. Et en titre 1, on va avoir... Donc c'est le titre 1, excusez-moi. Le titre 1, il est là. Ça, c'est le titre 1. Des principes et des valeurs de la République. Titre 2, des droits, libertés et devoirs. Donc là, c'est tout ce qui était lié aux droits humains, aux droits de l'homme. C'est parfait. On a un respect des traditions, des valeurs. On passe maintenant à la protection de l'humanité gabonaise, à la protection des Gabonais, les droits qui sont valorisés. Moi, j'ai travaillé pour Amnesty International, donc c'est une organisation internationale qui défend les droits de l'homme. Et c'est vrai que c'était très compliqué, des rapports entre Amnesty International et le Gabon. D'accord? Avant le CTRI, durant les années essentiellement sous le règne d'Ali Bongo. Parce que moi, je vais parler de règne, je ne vais pas parler d'autre chose, parce que c'était une monarchie non dite pour moi. Donc, on a ce deuxième point. Ensuite, on a le troisième point, titre 3, du pouvoir exécutif. D'accord? Ensuite, le fameux titre 4 qui manquait, c'était du pouvoir législatif. Ensuite, titre 5, c'est donc le lien entre
pouvoir exécutif et législatif. Donc des rapports entre ces deux-là. Ensuite, on a le titre 6 de la justice. Voilà. Titre 6. Ensuite, on a le titre 7 des collectivités locales. Ensuite, titre 8. Je te laisse finir. Alors, le titre 8, vous avez dit... Tout en bas, des traités. Titre 8, il est là, des traités. Des traités et des accords internationaux. Et des accords internationaux. Ensuite. Titre 9. Oui. De la révision de la Constitution. Titre 9. Ok. De la révision de la Constitution. De la révision de la Constitution. Et ensuite. Le titre 10. Oui. Des dispositions transitoires et finales. Dispositions transitoires et finales. Voilà. Donc, on a tous les grands titres. Ce sont les points donc essentiels de notre Constitution. D'accord ? Il a été reproché à ce projet de loi que voilà, c'était uniquement pour renforcer donc les pouvoirs du président de la République, que c'était un régime hyper présidentiel, etc., etc. Déjà, on voit que dans le corpus, même si c'était un régime très présidentiel, le pouvoir exécutif ici, ce ne serait pas un point qui serait là. Il serait en bas. Ici, le dernier point, c'est les dispositions transitoires et finales. C'est-à-dire qu'on est là, les dispositions finales et transitoires, c'est pour assiéger le pouvoir démocratique du président. D'accord ? On dit bien pouvoir démocratique. Parce qu'il faut rappeler effectivement qu'on a eu un gouvernement de transition, on a une situation particulière, les militaires ont pris le pouvoir, etc. Donc, d'un point de vue international, il doit assiéger son pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a le point des traités et accords internationaux aussi qui sont là. Il y a le risque aussi du droit international qui est là. Mais là, de la révision aussi de la Constitution, ça montre bien l'importance de la révision de cette Constitution-là pour instaurer des nouvelles institutions. Pour des gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait politique, on étudie donc Machiavel. Machiavel dit que lorsque le pouvoir militaire est pris, en général, il y a différentes manières de prendre le pouvoir, lorsqu'il est pris d'un point de vue militaire, c'est très bien, parce que c'est l'armée, c'est la force, c'est ça qui garantit un pouvoir, mais que la force d'un État passe par l'armée et les institutions. Et c'est ce qui a été fait donc, dans cette constitution-là, puisqu'on analyse les institutions. Et on voit bien des collectivités locales qui est là. Donc ici, c'est le peuple qui est là. D'accord ? Le pouvoir exécutif est là. Donc le peuple, quand on regarde la pyramide, c'est au milieu, non ? On est d'accord ? Le peuple gabonais est au cœur même de cette constitution-là. Moi, c'est juste le schéma. Je suis quelqu'un d'objectif. J'ai étudié la matière sciences politiques et le droit, c'est d'une logique. Le peuple est au cœur. Et l'exécutif est là. Donc le président n'est pas au cœur de cette constitution, non. Par contre, sa légitimité démocratique pour le peuple, bien évidemment, elle est essentielle. Parce que c'est ça qui va renforcer les institutions et c'est ça qui va renforcer justement l'établissement d'un État. Donc voilà, je reviens encore sur ce point-là de hyper-présidentialisation du pouvoir. Déjà, c'est une hyperbole. Une hyperbole, c'est pour susciter l'émotion, d'accord ? Vers un parti, vers une partie, donc chez les gens, susciter des émotions, une exagération chez des personnes. En politique, on n'est pas dans l'exagération, on est dans le pragmatisme, je le disais à Grasse. Donc déjà, le terme d'hyper-présidentialisation a été très mal choisi par ceux qui ont soutenu justement le vote du non au référendum, d'accord ? Donc, on est dans un régime présidentiel. Et en France, c'est un régime semi-présidentiel, aux États-Unis, c'est un régime présidentiel,
Mais qui dit régime présidentiel ne veut pas dire que c'est là pour renforcer les pouvoirs donc d'un président. Là, je ne me rentre même pas encore dans les articles, parce qu'on va y venir dans les articles. Là, je fais les choses de façon très simple, pour que n'importe qui puisse comprendre, d'accord? Aux États-Unis, il y a un régime présidentiel. Un régime présidentiel, ça veut dire que c'est un régime de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et la justice. Et il y a un équilibre. C'est-à-dire que chaque pouvoir a des voies et moyens pour pouvoir contrebalancer le pouvoir de l'autre. Donc, quid du renforcement du pouvoir du président? Je ne pense pas. Pas du tout. Il y a un équilibre qui est là. Régime présidentiel dit équilibre des pouvoirs et c'est ce que cette nouvelle constitution a été sujette donc à mettre en place. D'accord? C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le système de check and balance. Check and balance, comme vous voulez, je sais pas. Moi, je suis très francophone quand même et africaine. On va dire avec l'accent gabonais, un système de check and balance. Système de check and balance. Non, le système de check and balance, c'est le système de contre-pouvoir. Et donc, les articles le démontrent bien, etc. Donc, il y a ça qui est présent. Donc, c'est un régime équilibré, contre-pouvoir, le peuple au cœur du pouvoir, la légitimité donc, du président qui est là, les traités et accords internationaux, le respect des valeurs. Rien que quand on analyse donc, le corps de cette constitution, on comprend bien que l'essence y est et surtout, il y a un point très important. Obama disait que l'Afrique aura un avenir quand on va changer les dirigeants passés, les institutions auront cette indépendance, notamment les institutions de la justice. Et là, on a une indépendance au niveau donc, du pouvoir de la justice, puisqu'ils ne dépendent plus du président comme avant. Et ça, Oligui et son gouvernement, ils l'ont mis en place. Et donc, je trouve que c'est magnifique. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails avec les articles, quelques exemples comme ça assez concrets. Hein. Mais là, il fallait vraiment expliquer les choses d'un point de vue large. D'accord ? Voilà. Sur l'analyse des articles. Alors, j'ai fait l'analyse. On peut prendre 2 exemples, avant, après. D'accord ? Okay. Avant, l'article 19 de la Constitution prévoyait que l'Assemblée nationale pouvait être dissoute sans limitation pendant son mandat. Aujourd'hui, l'article 62, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute qu'une seule fois durant son mandat. Tu l'as, l'article 62, en détail. Allez, plus d'entrain. On cherche. Article 62. Voilà. Donc, le président de la République, c'est bien ça, ne peut dissoudre donc l'Assemblée nationale qu'une seule fois durant son mandat. Alors qu'avant, il pouvait le faire sans limitation. Est-ce que là, on va parler d'un président qui veut à tout prix gouverner, Grâce? Franchement, non. Au vu de cet article-là, non, je pense pas. Voilà. Avant, l'article 8 prévoyait que le président était le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, article 41. Voilà, article 41. Il est le détenteur du pouvoir exécutif, mais pas suprême. Donc, déjà, il y a une nuance même dans les mots. Détenteur du pouvoir suprême. Et il est détenteur juste d'un pouvoir exécutif. Oligui, il est là pour faire son travail, il le fait très bien, et il est là pour protéger une nation. On doit être content d'avoir même un militaire en place, c'est très très bien, ça protège une nation. Les meilleurs États du monde qui ont été bien organisés étaient dirigés par des militaires. Moi, je vois des Français critiquer même ce qui se passe au Gabon. Voilà, c'est un militaire, c'est pas bien, et j'en passe. Mais quand la France a eu Charles de Gaulle, il était quoi? Rappelle-moi, Grâce. Il était un militaire. C'était un militaire, Charles de Gaulle. Et c'est Charles de Gaulle qui a mené la Constitution de 1958. Et c'est ce que Oligui fait pour nous. Donc laissez-nous avoir notre Charles de Gaulle. Bien sûr. Oligui, c'est notre Charles de Gaulle, d'accord? Et il nous amène une constitution. Et jusqu'à présent, la constitution de 1958 est toujours applicable en France. Donc, vu comme elle est très bien faite,
J'ose espérer que cette constitution sera applicable sur le temps parce qu'on a besoin donc d'un État fort avec des institutions. Et la constitution, c'est la première norme en droit considérable dans un État. D'accord? Donc quand elle n'est pas bien faite, l'État est instable. Quand elle est bien faite, un État reste stable. Donc là, on va vers la stabilité du Gabon. Comment ils disent? Vers l'essor. Ah, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ah, tu connais ou pas Lib? Bien sûr, Ah, la Concorde. alors bien sûr. je te laisse faire la Concorde, moi je reviens sur les articles. Mais quelques phrases de la Concorde. Alors, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Ah, Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. c'est enfin notre essor vers la félicité. Donc ensuite, avant la Constitution prévoyait, l'article 89 prévoyait que le président de la Cour constitutionnelle était nommé. Donc ce pouvoir a été retiré dans la nouvelle Constitution. L'article 123 prévoit maintenant que le président de la Cour constitutionnelle est élu par les juges membres de la Cour. Ça, c'était le point que Obama avait souligné. Il disait que quand un État africain va permettre l'indépendance même des juges, les États africains seront démocratiques. Tu l'as, l'article 123? Oui, je l'ai. Alors, ok, d'accord, nanana. Donc voilà, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat parmi les magistrats membres de la Cour. Alors qu'avant, c'était le président. Donc, est-ce qu'on est encore dans un régime hyper présidentiel? Dis-moi, Non, pas du tout. d'un point de vue factuel. Tu es bien là, tu as la Constitution devant toi, mais c'est palpable, c'est matériel, Bien sûr. on fait une analyse. Franchement, non, je pense pas. Il faut revenir à chaque fois, point par point, c'est important. Et c'est très bien ce que vous faites, vous comparez les anciens articles aux nouveaux. Oui. Franchement, ça permet aux gens de mieux comprendre. Et voilà, franchement, c'est mieux de faire cette comparaison-là. En fait. Est-ce que toi, tu comprends mieux quand on fait comme Oui, ça? c'est mieux. On voit qu'il y a des choses qui ont changé, en fait. Voilà. Des choses qui ont été améliorées. Oui. Voilà. Et surtout avec les arguments que les gens ont avancés, oui, c'est super présidentiel, etc. Alors qu'en réalité, non. Et c'est ça toute la nuance, d'accord? Un régime présidentiel ne veut pas dire un régime qui est dans les mains d'un président. Et ça me scandalise. J'ai quand même vu des choses aberrantes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des avocates, des juristes, enfin des gens quand même qui ont fait des grandes études, se targuer de dire que c'est un régime super présidentiel, hyper présidentiel. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on a fait le même droit? Et est-ce qu'ils comprennent même d'abord C'est des gens, c'est des avocats hein, quand même. Hein. Est-ce qu'ils ont fait le même droit que moi j'ai étudié? Alors peut-être que comme moi, mes premières années, j'ai bien redoublé. Peut-être ça a permis de cimenter. Ouais. Ça a cimenté. Mieux assimiler les choses, c'est peut-être ça. Mais quand même, je sais pas, est-ce que c'est des gens qui ont vraiment analysé les choses, qui se sont assis en fait de façon sérieuse comme on fait là? On se demande bien. Ah, c'est... Ensuite, avant l'article 85 de la Constitution, disait que les lois promulguées par le président de la République ne pouvaient pas être attaquées, sauf cas exceptionnels. Donc là, c'est avant qu'on avait un régime hyper présidentiel. Donc les Gabonais là qui disent des choses, ils vivent encore avant, ils sont encore dans le passé. Ils sont restés bloqués. Et en plus, dedans, il y a des activistes là qui se sont battus pour un nouveau régime. Maintenant que le nouveau régime est là, ils vivent encore dans le passé. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous demandez quoi au gouvernement, au lieu d'être fier de votre nation, d'être fier des textes qui sont faits? Quelles sont vos revendications en réalité? Bon, je vais m'arrêter là parce que moi, quand je commence à m'énerver. Donc, avant, les lois promulguées par le président de la République ne pouvaient pas être attaquées sauf cas exceptionnels. Aujourd'hui, l'article 55, voilà l'article 55. Aujourd'hui, les lois promulguées par le président de la République peuvent être attaquées 30 jours après sa promulgation. D'accord? 30 jours après sa promulgation, les lois peuvent être attaquées. Tu l'as là? Ok. Voilà, président de la République et le chef des administrations civiles et militaires. Ok. Voilà. Ensuite, on a... donc, un peu, voilà. Donc, dans l'analyse même des articles, on voit bien que on n'est pas dans un régime, donc, hyper... présidentiel.
Voilà. Et je redis bien la définition de l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exagérer l'expression pour mettre un relief sur une idée. L'hyperbole correspond le plus souvent à une exagération qui tend vers l'impossible. Donc c'est une exagération dans ce temps et qui tend vers l'impossible. Le possible, il est là, il est factuel, c'est le texte. D'accord. Ensuite, parmi dans les contestations des gens, j'ai retenu certains qui disaient que voilà, au niveau de l'amnistie prévue donc dans la Constitution. Pourquoi voilà, on parlait d'amnistie. L'amnistie est très important. D'accord. Lorsqu'on refait un régime politique, l'amnistie permet justement de pacifier les choses qui ont été faites par le passé, surtout quand le pouvoir a été pris par des militaires. Voilà, en France, par exemple, l'amnistie est prévue par l'article 133-9 du Code pénal. Il a pour effet de supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle se rapporte. Elle peut être accordée alors qu'aucune peine n'a encore été prononcée ou après une condamnation définitive. Celle-ci est alors effacée et a une valeur en fait de non-information dans le casier judiciaire des bénéficiaires de la mesure. Donc pourquoi une amnistie est importante quand on a un changement de régime? Par exemple, dans la loi française, la première loi d'amnistie française a été instaurée pour protéger les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. On peut dire que le CTRI, c'est un régime de révolutionnaires, on est dans une révolution. C'est pour les protéger aussi d'un point de vue de la loi. On ne va pas attaquer des gens finalement qui ont protégé le peuple en réalité. L'amnistie, c'est une décision politique qui vise à effacer les fautes commises pour reprendre la vie commune. Et c'est une mesure aujourd'hui qui est importante, d'accord. Même depuis, en fait, j'ai fait des recherches, même depuis Athènes, donc en l'an 400, pratiquer l'amnistie, en fait, c'était une tradition. Ça permettait, par exemple, de restaurer la démocratie au lendemain d'une guerre. Quand on a eu la guerre du Péloponnèse, ils ont instauré l'amnistie pour rétablir la démocratie. Donc c'est complètement démocratique de prévoir l'amnistie, justement. Et ça concerne justement, je pense bien, les militaires et tous les gens qui ont pris leurs élans pour changer ce régime-là, qui ne soit pas attaqué d'un point de vue national ou international, ou que sais-je. Ensuite, que dire Voilà, je vois bien, même pendant la guerre d'Algérie, il y a eu l'amnistie, d'accord. Ça permet une réconciliation, d'accord. Au sein de la démocratie, en fait, on oublie ce qui a été fait, d'accord. Ils ont pris le pouvoir, voilà, mais on ne peut pas les attaquer, en fait. C'est des gens qui sont battus pour le peuple. Donc, ils méritent d'être graciés, en réalité. L'amnistie, pour moi, je le vois comme une forme de... comme si tu étais gracié, tu étais protégé pour ce que tu avais fait. Donc, en somme, par rapport à la Constitution, c'est ça. J'ai fait des diaporamas qui seront présents donc, sur mon LinkedIn, où j'explique bien les choses avec voilà, les différents points. Donc, on va bien là, pour toujours refaire un syllogisme. Donc, on a une initiative de révision, la procédure, les limites, on a eu la transition. Donc, cette constitution de 2024 prévoit des dispositions transitoires pour assurer une transition en douceur vers un nouveau cadre constitutionnel, tout en garantissant la stabilité des institutions durant cette période cruciale. Donc, on a une refonte, d'accord, des bases. C'est normal qu'en fait, la première des choses qui a été traitée pour le Gabon, c'est ça, c'est la Constitution. Moi, je vois plein de jeunes, par exemple, lorsqu'ils sont en train de se plaindre, on n'a pas le boulot, on a déposé notre dossier à la fonction publique, malembe, comme on dit au Gabon, doucement. D'accord, on ne va pas vous donner le travail alors que les bases du pays ne sont pas faites. Supportons encore un peu, c'est dur. D'accord, tout le monde supporte, nous aussi, même si on n'a pas réussi, on souffre. Hein. C'est dur aussi. Il faut savoir supporter parce que c'est étape par étape. Je pense que ça va se faire progressivement. Ça va venir. Et n'en demandez pas trop. Le Gabon a souffert pendant combien de temps? C'est pas maintenant que les choses. Et il est actif, le gouvernement du CTRI est très actif, les choses sont mises en place de façon rapide, mais vous ne vous rendez pas compte en fait.
de l'effort monumental que ça demande. Faire tout ça, un travail tout carrément. un travail, c'est étape par étape. On ne peut pas vous donner le travail si les choses même de l'État ne sont pas faites. Les bases, même, Ne sont pas posées. Bien évidemment que vous allez avoir du travail. Il y en a plein déjà qu'Odigui a nommé. Il y a plein de gens qui ont du travail au Gabon. Il y a plein de gens qui rentrent, des gens de la diaspora oui, aussi sont actifs. Il y a pas mal de gens qui rentrent, j'avoue. Ils sont en train de rentrer. Donc voilà, la prochaine vidéo que je vais faire, parce qu'on a déjà 30 minutes, ça a porté sur le référendum, le résultat du non des Gabonais de la France. Il y a un réel problème par rapport à ça. J'ai analysé aussi la question en comparant les autres diasporas, notamment celle de l'Afrique de l'Ouest, celle du Sénégal qui est une forte diaspora ici en France. Et c'est un sujet sensible, d'accord? C'est vrai qu'on a eu les mouvements sociaux, en sociologie c'est important, les mouvements sociaux, c'est-à-dire les manifestations, etc., les révolutions, c'est ça qui permet d'établir un changement. Moi, il y avait des Camerounais qui se moquaient de nous en disant que oui, vous les Camerounais, vous êtes tout le temps dans la rue, mais en attendant, nous, on a changé de régime. Et vous, vous en êtes où? Les mouvements sociaux ont été très importants, les activistes ont joué leur rôle, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus maintenant où se situer, en fait. L'activisme, maintenant, n'est plus réellement même politique. Moi, je suis partie sur une analyse économique. L'activisme doit être économique et actif. Et on doit avoir des gens de la diaspora qui doivent rentrer petit à petit, comme les Chinois l'ont fait, pour avoir des hauts postes à responsabilité au pays, diriger aussi le pays, c'est important. Comme aussi avec des gens qui sont sur place, bien évidemment. Mais on n'est plus maintenant dans des débats sans équivoque. Les choses sont en train de se faire. Vous avez marché dans la rue pour ça. Aujourd'hui, vous votez non, mais vous voulez quoi en fait? C'est la question. Ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on se dit donc rendez-vous. À très bientôt. Voilà, très bientôt pour la prochaine vidéo. Et les diapos seront disponibles pour les gens qui veulent comprendre en 8 pages ce que c'est la nouvelle constitution, en quoi les démocraties, en quoi le processus de référendum est nickel. Donc voilà, je vous dis donc à très vite. J'espère que j'ai été suffisamment compréhensible aussi et les remarques sont les bienvenues. Et puis donc voilà, à la prochaine.